Bonjour, vous êtes bien sur New World Info 1. Très heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro des chroniques d'Henri Akodo, votre rendez-vous incontournable pour tout savoir du football. En plateau avec moi aujourd'hui, Henri, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Alors franchement, débarqué de l'Euro et Henri, vous avez commenté cette compétition pour New World Sport. Dites-nous, comment vous vous êtes senti déjà au bord du terrain en côtoyant toutes ces stars et tout? Sentiment d'honneur, de privilège pour moi. Le football, c'est une passion qui déborde en moi depuis tout petit, et surtout le journalisme sportif, et franchement je me suis éclaté, je me suis amusé. J'ai essayé de transmettre des émotions en commentant des matchs. J'ai commenté au moins 14 matchs sur cette compétition, l'Euro 2024, et c'était tout simplement voilà, inédit. Parce qu'il faut féliciter, et il faut le dire, il faut féliciter la haute hiérarchie, la direction de New World Sport, de New York TV en général, du groupe, qui pour la première fois a décroché les droits de diffusion de cette grande compétition européenne qui était à sa 17e édition. C'est une première dans le landano médiatique africain, quand un média africain, panafricain, puisse décrocher ces droits-là. Et nous avions été tout simplement l'un des premiers journalistes africains, avec mon confrère Sénatikou, à commenter le match de l'Euro sur le site de la compétition. Et ça, c'est un sentiment d'honneur, de privilège. Et je tiens à remercier véritablement toute la direction du groupe New York TV pour cette confiance qu'elle a placée en nous. Des anecdotes, vous en avez énormément, notamment une anecdote aussi croustillante sur Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs ou sinon le meilleur joueur de tous les temps. Exactement, j'ai deux anecdotes sur Cristiano Ronaldo. On était à Leipzig, le premier match du Portugal dans cette compétition, et c'était face à la Tchéquie. Le Portugal venait de remporter ce match-là dans les dernières secondes de la rencontre sur un but de concession. Et là, toute la presse internationale, les confrères et tout, nous étions amassés en zone mixte pour voilà, voir passer Ronaldo, sans doute. Et Vitinha est passé. J'ai même eu le privilège de parler avec lui. Il m'a signé, il m'a fait honneur de me donner un autographe sur mon sac estampillé de l'Euro. Et il était du coup Vitinha, le meilleur joueur, le MVP de cette rencontre-là. Exactement. Et derrière, je rencontre également le Premier ministre portugais, Luis Montenegro. J'ai été marqué par sa simplicité, sa modestie. J'ai échangé quelques mots avec lui. Et voilà, et on attendait tous Cristiano Ronaldo. Ses coéquipiers étaient rentrés dans la voiture, dans le bus. Les supporters portugais l'attendaient, la presse portugaise également, et le gars n'est jamais sorti. 2h30 d'attente, oui. Et le bus qui part, et on apprend après de la part du chargé de communication de la sélection portugaise, M. Magalhães, que le monsieur a été exfiltré. A été exfiltré parce que justement il y avait c'est-à-dire un cordon sécuritaire autour de lui, ce qui revêt clairement l'importance de ce monsieur dans l'andéno footballistique mondial. Après, la seconde anecdote, on était justement, c'était le second match du Portugal à Dortmund, Portugal-Turquie. Le Portugal venait de gagner cette rencontre 3 buts à 0. Il a délivré une passe décisive justement sur le 3e but. Et moi j'attendais en zone flash interview parce que je devais prendre quelques joueurs portugais d'origine africaine en interview, notamment Nuno Mendes. Je l'attendais tranquillement et je vois débarquer Cristiano Ronaldo. Et il se fait interpeller par son ancien coéquipier au Real Madrid, Hamit Altintop, qui est du coup membre de la fédération turque de football, qui l'interpelle. Ronaldo, il se retourne et puis il enlève son maillot, il le lui donne accolade, et moi je donne mon téléphone à un monsieur de l'UEFA et je lui demande de me filmer cette séquence. Donc il s'approche, audacieux que je suis, je l'interpelle, great legend. You are amazing, you are incredible. Vous êtes incroyable. I am an African commentator on New World TV. I could tell you that you are really loved there. Je peux t'assurer que tu es vraiment aimé là-bas. Please, I want to take photo with you. I want to take picture with you. Please, legend, for your fans. Et puis il me répond avec un léger sourire. Et après il me dit thank you, guy, but it's not possible. No, it's not possible. Donc voilà un peu. Et derrière,
je me suis, c'est-à-dire c'était ce moment, cet échange, sa simplicité, voilà, pour un tel joueur, m'a marqué d'abord, et après je me suis rendu compte qu'il n'était pas content de sa prestation, malgré qu'il avait délivré une passe décisive, et donc se mettre à prendre une photo avec un journaliste, pour lui, c'était pas bien séant. Des anecdotes très croustillantes, hein, Henri. Alors nous allons entrer en plein pied dans cette émission. D'abord, Henri, comment tu juges le niveau de cette compétition qui a vu le triomphe de la Roja Espagnola? Oui, une compétition âprement disputée, une compétition marquée par quelques imperfections dans le jeu. Un football, en général, le niveau de la compétition était moyen, justement, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. On a assisté à des matchs fermés, insipides dans le jeu, généralement, parce que, justement, les entraîneurs étaient pris par l'enjeu. C'est-à-dire, c'était pas forcément le football esthétique prôné par la plupart des entraîneurs dans cette compétition, mais c'était le résultat. Et derrière, ça a des explications, parce que justement, les joueurs ont été mis à rude preuve durant toute une saison. Ils sont arrivés dans cette compétition lessivés, fatigués. Et il n'y a qu'à voir des joueurs comme Toni Kroos qui ont enchaîné pratiquement 50 matchs dans la saison. C'était pas évident pour eux. Kylian Mbappé de rayonner. Jude Bellingham également, il a essayé d'une certaine manière de briller. Mais après, le poids des matchs, des enchaînements des matchs de la saison a influencé clairement le niveau du jeu de cette compétition. Après, l'Espagne qui s'en est sortie, c'est pas une surprise, parce que quand vous regardez, contrairement à toutes les autres équipes, l'Espagne a prôné justement un football chatoyant, audacieux, enthousiasmant, tourné vers l'avant. Et c'est la récompense d'un travail bien fait depuis la base, parce que quand vous regardez un peu l'historiographie, l'histoire récente du football espagnol, surtout avec le nouveau sélectionneur Luis de la Fuente, qui a remporté du coup l'Euro avec la U19 notamment. Exactement, il a pris également la U21, il a terminé finaliste des derniers JO à Tokyo, et il a gagné la Ligue des Nations, et je pense que ce trophée remporté par l'Espagne n'est que l'aboutissement d'un travail bien fait, d'un travail minutieux fait, et une équipe espagnole qu'il a formée et composée, une mixture entre l'ancienne génération incarnée par Nacho, Carvajal et les jeunes pépites Yamal et Nico Williams. Ça aurait été un autre entraîneur, franchement, il n'allait pas forcément miser gros sur ces jeunes-là. Il allait peut-être les incorporer dans le dispositif en fin de match et tout ça là, mais lui, dès le début de la compétition, il a tranché, il met toute sa confiance en ces jeunes, et ces jeunes ont apporté une certaine variété qu'on attendait de la part de cette formation espagnole. C'est ce qui a permis à l'Espagne d'aller jusqu'au bout. Les jeunes, les stars n'étaient pas vraiment au rendez-vous, notamment Kylian Mbappé, Jamal Musiala par intermittence, et même Bellingham, Harry Kane, bon, il est plus jeune quand même, mais on l'attendait au tournoi justement parce que c'était une compétition. On se disait voilà, c'est peut-être la meilleure, c'est peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire en Allemagne qui va faire, parce qu'il joue déjà au Bayern. On s'est dit franchement que Harry Kane va remporter cette coupe, mais force est de constater qu'il n'était pas vraiment au niveau de ces joueurs qu'on vient de citer, que ce soit Kylian Mbappé ou Harry Kane. Qu'est-ce qui peut expliquer ça au-delà de l'accumulation des matchs? Au-delà de l'accumulation des matchs, on peut parler également de l'écosystème, de l'entourage, des dispositifs mis en place par leurs différents entraîneurs, leurs différents sélectionneurs. Ces joueurs-là ont l'habitude d'évoluer dans un confort dans leur club respectif. Et il y a la mayonnaise, en fait, il y a une certaine complicité, complémentarité qui est recherchée par leurs entraîneurs dans leur club. Et le fait qu'ils jouent chaque week-end avec leurs coéquipiers permet à ce qu'il y a une certaine osmose, une certaine symbiose dans la manière de jouer, une certaine complicité. Mais derrière, le football international, le football de sélection, c'est un peu différent parce qu'ils n'ont pas assez, les sélectionneurs n'ont pas assez de temps pour mettre en place les dispositifs tactiques. Ces joueurs-là n'évoluent pas dans le même dispositif, dans le même logiciel. Ils ont besoin d'adaptation, d'adaptabilité, et tous ces éléments mis l'un dans l'autre ne permettent pas forcément à ces joueurs de grand talent
de briller dans une telle compétition. Exactement. Celui qu'on va évoquer, Didier Deschamps, lui, il est en place depuis 12 ans maintenant. Didier Deschamps exceptionnel avec l'équipe de France, que ce soit l'Euro 2016 à la maison, que ce soit en Coupe du Monde 2018 en Russie. Didier Deschamps, mais confronté encore la dernière fois après un Euro décevant. Henri, j'enfonce peut-être une porte ouverte. Didier Deschamps, il semble être touchable dans ce système. Oui, c'est vrai qu'il est là en place depuis 2012, après Laurent Blanc, après le fiasco de l'Euro 2012. Et il a pris les rênes de cette sélection de l'équipe de France. Et pour l'instant, quand vous regardez au niveau de son bilan en termes de palmarès, il a quand même gagné la Coupe du Monde en 2018, la 3e étoile pour la 2e étoile pour la France. Il a gagné la Ligue des Nations en 2021. Il a fait la finale, il a joué la finale, mine de rien, de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Mais au niveau du championnat d'Europe des Nations, c'est une équipe qui peine à convaincre, éliminée en 8e de finale lors de l'Euro 2021 en Angleterre et récemment éliminée face à l'Espagne en demi-finale de cet Euro 2024. Et au-delà de cette élimination face à l'Espagne, c'est le niveau de cette équipe qui inquiète les observateurs. C'est une équipe qui n'a pas brillé dans le jeu, qui a proposé un football soporifique, insipide. Et tout ça là peut rendre légitime les différentes critiques que sont portées sur Didier Deschamps. Mais je pense justement qu'il a encore les cartes en main pour sans doute peut-être aller décrocher une 3e étoile pour l'équipe de France. Exactement, parce que dans sa JBC, il en a puisqu'il a fondé sa philosophie sur notamment une rigidité défensive. C'est sa marque de fabrique notamment. Oui, c'est sa marque de fabrique. Olivier Deschamps, il faut rappeler le contexte. Il a été un joueur emblématique de l'équipe de France, capitaine. Il a soulevé le premier trophée majeur de l'équipe de France, premier trophée majeur. Je relativise parce que la France, avant la Coupe du Monde 98, avait quand même gagné l'Euro en 84 avec les Michel Platini, les Jean Tigana, les Marius Trésor. Mais entre l'Euro et la Coupe du Monde, il y a un grand fossé. Donc, Didier Deschamps, franchement, dans le Gotha du football, dans l'historiographie du football français, c'est quelqu'un qui a déjà implémenté sa marque en tant que joueur. Notamment l'Olympique de Marseille, cette Ligue des Champions en 93. En 93, le seul trophée remporté par un club français dans cette compétition. D'ailleurs, en 2000, il a également soulevé l'Euro. Exactement. Et quand il est devenu entraîneur, en 2004, il a fait la finale de la Ligue des Champions avec l'AS Monaco, battu par le FC Porto 3-0. C'était, si je ne dis pas de bêtises, à Gelsenkirchen en Allemagne. Et derrière, il remporte également en 2010 la Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Donc, quand il a pris les rênes de l'équipe de France, justement, il a essayé de mettre en place justement une philosophie, un système, un dispositif. Et il le dit. Et bien évidemment que pour lui, le plus important, c'est le résultat. Entre le beau jeu et le résultat, il préfère le résultat. Donc, sur cette base-là, c'est quelqu'un qui prône un football ultra défensif, un football basé d'abord sur une solidité défensive. Il faut bien défendre, il faut avoir un bloc bien en place avec des joueurs à vocation offensive qui ne réussissent pas à faire les efforts, à revenir et à fermer les couloirs, les fenêtres de passe pour pouvoir empêcher l'adversaire de s'y infiltrer. Et derrière, quand il a des situations, il l'exploite en attaque. Exactement, avec une densité athlétique et physique incarnée par Pogba et Kanté à l'écran. Voilà, c'est aussi ça qui a manqué peut-être à cet Euro. Il n'y a pas un Pogba, il n'y a pas Matuidi. Kanté, oui, mais ça ne suffit pas. Oui, Kanté, oui, ça ne suffit pas. On a été impressionné par le niveau impressionnant de N'Golo Kanté quand il avait été choisi par Didier Deschamps, quand il a été sélectionné pour cette Coupe d'Europe. Plusieurs observateurs avaient crié au haro. Voilà, Kanté joue en Saudi Pro League, il est en pré-retraite, mais on a été frappé par son abattage physique, son abattage athlétique. Il était là, il faisait le sale boulot, il récupérait, il colmatait les brèches et tout. Mais après, quand on compare la production du jeu de cette équipe de France par rapport à celle qui a remporté la Coupe du Monde en 2018, justement, il y a l'écart, il est quand même important parce que justement, il y avait d'autres joueurs de devoir qui accompagnaient N'Golo Kanté, notamment Paul Pogba, et qui n'hésitaient pas à mettre
à mettre le coup d'accélérateur. Exactement. Sur les sorties de balle, il était également important, mais sur cette compétition, on a vu une formation de l'équipe de France sur l'entrejeu. Tchouaméni était en deçà voilà, de ses moyens habituels, et une équipe de France un peu coupée en deux qui ne faisait que défendre, et quand elle avait le ballon, la tenue du ballon était tout simplement j'allais dire pauvre. Il n'y avait pas de créativité, il n'y avait pas de punch, il n'y avait pas d'accélération foudroyante. Un Kylian Mbappé un peu limité. On va en revenir, oui. Justement parce qu'avant il y avait Blaise Matuidi qui pouvait faire le sur-glace sur pratiquement 90 minutes. Aujourd'hui il y a Rabiot qui l'a fait, mais c'était pas vraiment ça. Franchement, on peut le dire, c'est finalement une question d'homme, pas de système. C'est les deux hommes qui ne sont pas vraiment en place, parce que Didier Deschamps, il a son dispositif, mais peut-être aujourd'hui tu n'as pas Blaise Matuidi qui te fait l'essuie-glace. Non, je ne suis pas de cet avis-là. Je pense que l'équipe de France qui a joué cet Euro 2024 a beaucoup de qualité. Il a un vivier énorme à sa disposition. Il a un matériel lourd à sa disposition. Figurez-vous, quand vous avez un joueur comme Warren Zaïre-Emery, le Parisien, qui sort d'une belle saison, une première d'ailleurs, le jeune joueur parisien, et qui n'a pas disputé une seule minute dans cette compétition, c'est dire de la richesse de cet effectif de l'équipe de France. Eduardo Camavinga, mine de rien, n'est pas titulaire dans cette équipe de France. Donc c'est dire que je ne pense pas que c'est un problème d'homme, c'est un problème d'approche tactique, de ressenti, de philosophie. Didier Deschamps, il ne se le cache pas, il ne s'en cache pas, c'est un théoricien du football restrictif. Et pour lui, il n'a que Dieu pour le résultat à la fin, le pragmatisme ou rien. Voilà, faire le jeu, c'est pas son dada. Et on a constaté véritablement que à cet Euro, la France a été limitée à ce niveau-là, parce que ne faisait pas des choix audacieux, parce que mettre Adrien Rabiot, ailier droit par exemple, pour moi ça sort de l'ordinaire. C'est vrai qu'avec Blaise Matuidi, il avait essayé en 2018, ça avait marché. Mais ça ne peut pas marcher tout le temps. Tout le temps. Quand vous avez un joueur comme Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, et Bradley Barcola, un vivier offensif comme tel, je ne veux pas citer Randal Kolo Muani, Marcus Thuram et tout. Je pense qu'il y avait... il pouvait faire mieux. Il pouvait faire mieux, mais aussi l'efficacité offensive n'était pas au rendez-vous. L'attaque était en panne sèche, franchement, parce que Kylian Mbappé, il n'a pas marqué pratiquement, il a marqué un but, c'est ça. Et Dembélé qui s'abat toutes ces occasions et tout. Kolo Muani, non, c'était vraiment pas ça. C'est les joueurs aussi qui n'ont pas vraiment été au niveau. Ah oui, Antoine Griezmann notamment. Oui, au niveau individuel, il y a quand même des choses à reprocher à ces joueurs-là qui ne sont pas mis dans des conditions optimales pour pouvoir aller remporter cet Euro, parce que c'était l'objectif, même si la 3 avait fixé avant le début de la compétition que s'il terminait demi-finaliste de cette compétition, j'aurais été un résultat positif. Mais force est de constater que cette équipe de France-là, pour certains, ne mérite pas sa place en demi-finale, parce que justement, sur le plan offensif, elle n'était pas enthousiasmante, elle n'était pas cohérente dans le jeu. Exactement. Pour finir, Henri, Didier Deschamps, c'est un entraîneur qui va rester dans la mémoire, forcément. Oui, il va rester dans la mémoire parce que c'est quelqu'un qui croit en ses projets, au-delà des critiques qu'on peut lui apporter. C'est quelqu'un qui s'adapte, qui est très intelligent. J'allais dire, il est rigoureux dans le travail, il est méthodique, et mine de rien, il a eu quand même le mérite de remporter des trophées avec l'équipe de France, peut-être un 3e trophée en 2026. Qui se profile à l'horizon. Merci Henri d'être passé. C'est moi. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bon suite de nos programmes sur Numéro d'Info.